La Turquie est un pays de ce que certains historiens appellent la région intermédiaire. C'est une région qui a été occupée dans le passé par l'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman. C'est entre, en gros, le Moyen-Orient, le Caucase et les Balkans et l'Europe, si vous voulez. Et donc, par géographie, par histoire, par vocation, la Turquie a comme ça un rôle de passage, d'intermédiaire, si vous voulez. Mais depuis la création de la République en 1923 en Turquie, il y a eu une espèce d'option qui a été constamment suivie de se tourner vers l'Europe plutôt que vers le Proche-Orient, vers le Moyen-Orient, sans bien sûr cesser d'interagir avec cette région. En Europe, il y a un certain nombre de responsables politiques, une partie de l'opinion publique qui contestent à la Turquie toute européanité en quelque sorte. Il y a des gens qui pensent que la Turquie appartient au Moyen-Orient, au Proche-Orient, point. En tout cas pour disons les centristes, les chrétiens démocrates, ce sont surtout eux qui ont une mémoire des Turcs comme, disons, le représentant du monde islamique et comme en quelque sorte le grand ennemi ou rival ou adversaire du monde chrétien. Vous savez que le contentieux est très ancien, ça a commencé à la fin du XIe siècle, lorsque la première croisade a traversé l'Anatolie pour aller à Jérusalem. Et là, la première croisade est tombée sur les Turcs seltchoukides, qui avaient créé un empire en Iran et qui étaient aussi en Anatolie. Et dès ce moment-là, évidemment, les Turcs et les croisés ont commencé à se bagarrer, à faire la guerre et tout. Et ça a continué après avec les Ottomans. Et donc, il y a une vieille mémoire, comme ça, anti-turque en quelque sorte, dans cette partie de l'opinion publique européenne. Ça, c'est une vieille affaire. Mais aujourd'hui, le contexte est différent, bien sûr. Je crois que les arguments utilisés sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord cet argument qu'on peut appeler culturaliste ou essentialiste, c'est de dire les Turcs ne sont pas européens parce qu'ils ne sont pas chrétiens. On ne le dit pas comme ça très ouvertement, mais enfin, c'est évident. Et toujours dans le cadre de ce type d'argument essentialiste, cette tendance en Europe dit mais les Turcs ne pourront, d'accord, ils essaient de se démocratiser et tout ça, mais ils ne pourront jamais sincèrement, profondément adopter les principes, les normes universelles sur lesquelles se base l'Union européenne, c'est-à-dire la démocratie, les droits de l'homme, les libertés fondamentales, l'égalité des sexes. Bon, c'est possible, mais utiliser cet argument au sujet de normes universelles est une contradiction absolue, puisque ça revient à nier la nature universelle de ces normes. Si certains peuples ne peuvent pas adopter, donc ces normes ne sont pas universelles, elles ne sont que européennes ou occidentales. C'est déjà une contradiction. Et deuxièmement, encore plus gênant, c'est le côté justement essentialiste de ces arguments. C'est de dire que tel peuple ne peut jamais adopter tel ou tel principe, valeur. Cela, c'est comme si vous voulez, le bois ne peut jamais être transformé en acier. C'est de cet ordre-là. Et on a vu ce que les arguments essentialistes ont donné en Europe dans les années 1930 et 40. Donc venant de gens qui se disent chrétiens, démocrates, humanistes, c'est une contradiction que je ne m'explique pas. Je veux dire, ce sont des arguments extrêmement, qui créent, en tout cas, c'est mon avis, un malaise terrible et qui contredit même d'ailleurs la vocation de l'Europe qui est d'être ouverte et universelle. On sait que pour l'instant, apparemment, il y a 3 candidats qui sont en tête, donc Sarkozy, Ségolène Royal et Bayrou. Bayrou, on le sait, il est totalement contre. Sarkozy, on le sait aussi, il a déclaré dans son style très élégant et inimitable, si la Turquie était européenne, on le saurait. Bon, évidemment, c'est une façon de botter en touche. Bon, enfin, il est contre, certainement, pour des raisons électoralistes. Alors, Ségolène Royal est un peu ambiguë. Elle a déclaré dans un premier temps, et à mon avis, ça a été sa première gaffe à l'époque, sur le plan en tant que candidate à l'élection présidentielle, en disant, sur la question turque, je déciderai ce que veulent les Français. C'était un peu court quand même. Ensuite, elle s'est rattrapée dans le dernier débat entre elle, Fabius et Strauss-Kahn,
en s'étendant un peu plus sur la question, en disant il faut laisser les négociations suivre leur cours, et puis on verra si les Turcs y arrivent, s'ils y arrivent, pourquoi pas, etc. Donc, mais il n'y a pas un grand enthousiasme parmi ces trois candidats, et même d'une manière générale, d'ailleurs, la diplomatie française est réticente. J'ai du mal à en comprendre les raisons, parce que peut-être les politiciens sont persuadés que les Français sont contre l'entrée de la Turquie, ce dont je ne suis pas sûr. Je ne suis pas absolument pas sûr. Puis qui peut savoir ce qui va se passer d'ici 5 ans, 8 ans, 10 ans. Sur le principe même, je ne comprends pas sur le fond les arguments stratégiques, politiques, historiques selon lesquels la France a retourné sa position en quelque sorte. Elle a été pendant très longtemps un soutien de l'adhésion turque. Et puis ces dernières années, le président Chirac était le seul à continuer à soutenir. Et voilà, comme lui, il sort de la scène politique maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et puis, après tout, quand on voit ce qui se passe en Europe, mon Dieu, est-ce que dans 8 ans, quand 10 ans, 15 ans, quand les Turcs auront fini les négociations avec l'Europe, est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec qui négocier? Et est-ce qu'il y aurait un espace intégré dans lequel entrer dans 10-15 ans? Quand on voit ce qui se passe avec le EADS à Toulouse, à Hambourg, entre les Allemands, et enfin, le nationalisme monte d'une façon effroyable dans l'Union européenne. Et donc, je ne sais pas, il n'est pas exclu que cette Union européenne éclate d'ici quelques années, si ça continue comme ça. C'est très triste.